Merci. Effectivement, en mars dernier, je me suis retrouvé avec un poids énorme sur les mains. Il fallait que je fasse un vœu pour changer le monde. Je ne sais pas si vous êtes déjà retrouvé dans cette situation, mais généralement, on ne sait pas vraiment par où commencer. Et surtout, ça ne se fait pas en un an. Je vais vous montrer ce qui s'est passé ces 8 derniers mois, où ça nous a obligés, on était déjà une bonne équipe, mais à tout inverser. Et à dire, on ne va jamais pouvoir partir partout dans le monde collé, alors on va avoir besoin de l'aide de tout le monde. Et ça commence comme ça. Vous allez sur un site internet, vous uploadez votre portrait. Vous devez juste respecter le cadre du portrait. Vous uploadez votre photo et vous allez marquer un statement avec, c'est-à-dire, voilà, en gros, quel message vous voulez accompagner à votre photo. Donc les gens, de l'argent pour mon école, une piste cyclable dans ma rue, et nous on l'imprime. On a monté une imprimerie, on imprime, on plie, on met dans des enveloppes, et on le renvoie chez vous, où que vous soyez dans le monde, et ce, gratuitement, si vous ne pouvez pas payer pour. Donc les gens se retrouvent avec cette photo, et moi je me retrouve en tant qu'imprimeur. On leur explique comment faire de la colle, c'est très simple, un peu de farine et du sucre. Et les affiches partent dans des endroits où on n'a jamais mis les pieds, avec des gens qu'on ne connaît pas, et qui ont leur propre impact. Alors vous allez me dire... Merci. Et ce trailer-là a été fait il y a 6 mois. Je vais vous montrer ce qui s'est passé depuis et comment ça s'est passé. Parce que je vous avoue, quand je me suis retrouvé dans cette imprimerie en me disant « Ok, je vais arrêter de voyager, je vais imprimer pour les gens, je vous donne tout, ma technique, comment on fait, allez le faire vous-même », les premiers qui ont répondu à l'appel, quelques jours après que j'ai fait mon talk à TED aux États-Unis, bah, c'était en Tunisie. Il y avait comme un air de révolution encore et je reçois des centaines de photos. Je regarde, elles sont toutes cadrées comme il faut, elles respectent la règle du projet. On les renvoie là-bas. Et les Tunisiens ont remplacé tous les portraits de Ben Ali dans le pays par leurs photos. Et à ce moment-là, je me suis dit, voilà comment prendre un pas en arrière sur mes projets parce que j'aurais jamais pu le faire à leur place. J'aurais pas pu aller remplacer le portrait de Ben Ali. Je suis pas tunisien, c'est pas mon histoire, c'est pas mon pays. Mais pour eux, c'était une aventure. J'ai parlé avec beaucoup d'entre eux et fallait voir. En fait, ils s'attendaient à ce que leur projet soit uniquement recouvrir les portraits de Ben Ali. Mais en fait, ils ont soulevé des centaines de problèmes. Il y en a qui voulaient pas voir de femmes sur les murs. Il y en a d'autres qui comprenaient pas ce que c'était. La plupart des affiches ont été déchirées chaque matin. Et je les ai vus en pleurs, je les ai vus rire, je les ai vus découvrir leur peuple dans la rue. Et j'aurais dit, mais vous n'avez pas l'impression que c'est un échec de voir vos affiches déchirées dans les 4 coins de la ville? Et ils m'ont dit, non, il y a ce monsieur qui est venu nous voir, une personne âgée, qui nous a dit, vous avez le droit de coller ces photos, mais eux ont le droit de les déchirer. C'est ce qu'on appelle la démocratie, et on vient de la découvrir. Et le projet a continué à voyager. Ça, c'est au Pakistan. J'ai jamais mis les pieds là-bas, je ne connais pas ces gens. Ils ont défendu leur cause, les ont collés eux-mêmes, ont pris leurs propres risques. Ça, c'était à Berlin, mais ils l'ont fait aussi en Russie pour lutter contre l'homophobie. Et il y en a qui ont été en prison pour avoir marché dans la rue avec leur affiche. Et c'est là où, d'un coup, ce même bout de papier, parce qu'on parle d'une affiche, on parle d'un petit bout de papier qui fait 1,40 m par 90 cm, peut devenir une œuvre d'art dans un coin du monde, un objet politique dans une autre. Et quelques mois après, ben, c'est des centaines de milliers de personnes qui sont descendues dans la rue en Russie. Et quelque part, leur projet a révélé certaines fissures de la société. Et c'était intéressant parce que je me disais, tiens, effectivement, ça s'est mal passé là-bas, mais c'est étrange. Peut-être que ça mènera à rien d'autre. Ça, c'était les éboueurs à Montevideo qui ont collé eux-mêmes, qui se sont dit non, mais nous, tes photos, elles sont trop petites, on veut les agrandir. Donc, ils ont imprimé eux-mêmes, ils ont trouvé la technique et ils ont recopié et ils ont fait leur projet. Dans le North Dakota, les Indiens d'Amérique ont monté un projet gigantesque. Ils se sont dit, nous, on existe toujours, on est au centre des États-Unis, et ils ont recouvert toutes leurs réserves. Et ils ont eu un impact énorme, et c'est là où j'ai réalisé en fait que quand je faisais un projet, j'avais un impact local
qui avait des répercussions globales. Parce que je suis français, et donc c'était les médias français ou étrangers qui en parlaient. Quand eux ont fait leur projet là-bas, ils ont eu cet impact local. Ils ont parlé à leur communauté et aux gens autour dans toute la région, dans le North Dakota, puisqu'ils ont fait la couverture de Fargo. Et c'est cette connexion finalement qui est la force d'Inside Out, parce qu'eux communiquent uniquement sur leur message. Il n'y a rien d'autre que leur visage, aucun autre message sur ces affiches. Et quand en ce moment, je suis à New York, quand on a commencé à me donner des murs en me disant « Tiens, tu veux coller des photos ?» Je me suis dit bah, « À ce moment, je ne suis pas très productif. Je n'ai pas réalisé beaucoup de portraits ces derniers temps. Mais par contre, le projet des Indiens d'Amérique m'a énormément touché et j'aimerais les agrandir dans la ville. Et en ce moment, c'est ces portraits-là que vous voyez en grand dans New York. Alors, on a monté des photomatons. Et ces photomatons, vous l'avez peut-être vu au Centre Pompidou. Il y en avait un aussi à Arles, récemment aussi à la Galerie Perrotin, mais il y en a eu à Abu Dhabi, un peu partout dans le monde, au Proche-Orient. Vous rentrez dedans, ça prend votre photo, 30 secondes après, vous repartez avec votre affiche. Je vous avoue qu'ici, à Paris, et c'était intéressant, au Centre Pompidou, on a parlé avec les gens, on les interviewait. Alors pourquoi vous faites votre photo? Oh, parce que c'est gratuit, on repart avec notre affiche. Il y en a d'autres, bah non, JR, je ne sais même pas qui c'est. Moi, j'ai vu qu'il y avait une queue, je me suis mis dedans. Et donc, tous les jours, il y avait 3h30 de queue au Centre Pompidou. On a imprimé 24 000 photos qui sont parties comme ça, alors certains à l'autre bout du monde, et d'autres ont été collées dans Paris. Mais en vrai, la plupart sont retrouvées encadrées chez les gens, dans leur salon. Peut-être qu'en France, on a moins de choses à défendre, je ne sais pas. En tout cas, c'est intéressant. Ce projet comme un miroir de notre société. Par contre, quand on a mis les photomatons en Israël et en Palestine, et que chaque personne qui rentrait dans le photomaton signait pour une paix à 2 États, alors là, il y a eu des foules. Et les gens ont utilisé ces photos. Ça, c'est la plus grande marche de l'histoire de l'État d'Israël. C'était les indignés. 150 000 personnes dans la rue début septembre. Tous les leaders de la marche tenaient leurs photos plutôt que des messages. Je peux vous dire que de savoir que ces photos vont rester gravées dans l'histoire du pays, quand on regardera dans des livres d'histoire, c'est peut-être que le photomaton d'Israël, à ce moment-là, a eu un autre objectif. De l'autre côté, en Palestine, ça c'est à Naplouse, des toits entiers ont été recouverts, des façades d'immeubles. Et quelque part, moi je l'avais fait là-bas, en 2007, avec une petite équipe. Mais il n'y avait rien de plus fort que de voir les gens eux-mêmes le faire au sein de leur communauté. À New York, dans le Bronx, les hommes ont décidé de faire des photos des femmes, découper les regards, les tenir, se refotographier et de recoller partout dans le Bronx. C'était un projet extrêmement fort et étant à New York à ce moment-là, je me suis dit, je vais aller voir, je vais aller les regarder, les soutenir. Et en montant dans le Bronx, il y avait beaucoup de médias qui les observaient, ça commençait à faire du bruit. Et voilà, ils m'ont dit, ah, viens nous aider à coller. Je suis venu aider et c'est à ce moment que j'ai compris que ma place n'était pas là. Parce que tout de suite, les médias se sont dit, ah bonjour JR, alors c'est votre nouveau projet, qu'est-ce que c'est, etc. Vous avez photographié. Et même en m'expliquant, le lendemain dans le New York Times, c'était JR a fait un nouveau projet dans le Bronx. Et c'est là où j'ai compris que bah voilà, ma place, elle était peut-être à l'imprimerie, en tout cas sur ce projet-là. Un projet qui m'a énormément marqué, c'est à Juarez. Et c'était en décembre dernier. Nous, on fait des projets comme ça, on en a fait en impliquant des gens. Vous vous rappelez peut-être l'île Saint-Louis. C'était des centaines de personnes bénévoles qui venaient chaque jour, qu'on ne connaissait pas et qui collaient. Ici, à Juarez, frontière États-Unis-Mexique, ils ont collé des milliers de portraits. Ça veut dire des centaines de personnes qui collent. Ça veut dire s'organiser, qui prend les seaux, qui fait la colle. Et la production, mon acolyte Émile est là, peut vous dire, c'est pas simple et ça demande beaucoup d'énergie. Et ces gens-là l'ont fait, l'ont monté eux-mêmes et ont eu un impact énorme. Et c'est ça qui me donne envie de faire continuer ce projet. Et ce projet, aujourd'hui, il continue. Il n'a pas de date de fin. Il dépend de vous. Qui veut peut participer. Qui veut peut organiser une action, peut faire des collages gigantesques. Et qui sait où ça nous mènera. Peut-être que ça changera le monde, peut-être pas. Mais ça reste une question. Est-ce que l'art peut changer le monde? Merci.